Bonjour, bienvenue au Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir, je pense, quelqu'un qui deviendra proche de moi dans les prochaines années parce qu'on s'entend à merveille et ce, après une petite conversation de rien du tout. Et je pense que vous allez ressentir la même chose. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, une charmante femme, Madame Joanie Gontier. Allô, Joanie! Allô, merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être ici et de parler avec toi. Écoute, ça va être un plaisir, une belle heure en ta compagnie pour parler du livre que tu as sorti l'année dernière, en octobre dernier, donc en pleine pandémie. En pleine pandémie. C'était mon activité de pandémie, oui. Bien, il y a pire. Il y a pire. Être à la maison, écrire sur mes bébites, c'était parfait. Parfait. Et tu l'as appelé « J'ai menti ». Oui. Bien, fait que la première question, bien évidemment... Je suis une menteuse. Voilà. Alors, ça, c'est établi. Quel est ce mensonge dont tu veux parler dans le livre? Bien, le mensonge, j'en fais pas pour faire de mauvais jeux de mots, mais c'était que je portais toujours un masque littéralement dans ma vie tous les jours. Je faisais semblant de bien aller, puis j'étais toujours de bonne humeur, puis souriante, puis pépé, puis ben oui, tout va bien, tout va bien. Puis je faisais mon travail, toujours dans le sourire, dans la bonne humeur, mais quand j'arrivais chez moi, c'était la dégringolade, la chute aux enfers. C'était vraiment... une espèce de quotidien extra sombre, marqué par un gros problème d'alcool, par des troubles alimentaires, la boulimie, la dépression, des idées suicidaires. Puis j'en parlais, bon, mon entourage très proche, ma famille était au courant, mais tu sais, j'en parlais pas à personne. Il fallait surtout pas que mon milieu professionnel soit au courant de ces problèmes-là, parce que moi, évidemment, tu sais, mon objectif, c'était de continuer à gravir les échelons, puis avancer, puis réaliser mes rêves. Mais plus je m'approchais tranquillement, pas vite de mon objectif, plus je dégringolais dans ma sphère à l'intérieur. Personnelle, ouais. Puis quand tu parles de ton domaine, c'est évidemment le domaine du journalisme parlé, show business à la limite, parce que tu faisais le dernier contrat que tu avais, c'était, j'aime pas le terme Miss Météo, mais bon, tu assurais la météo à Salut Bonjour la semaine. Exactement, oui. Du lundi au vendredi, la météo à Salut Bonjour. Aussi en parallèle, plein de chroniques, entre autres à Salut Bonjour Week-end. L'été, j'étais chroniqueuse reporter aussi pour Sucré Salé pendant 3 ans. Plein de mandats d'animation web aussi, toujours pour la grande famille de Québécois. Alors tranquillement, pas vite, moi je continue à faire mon petit bonhomme de chemin. L'objectif, c'était de laisser le rôle de présentatrice météo pour animer mes propres émissions, puis faire toutes sortes de projets. Là, je me mettais pas de limite à moi-même, la radio, la télé, le web, peu importe. Je voulais juste continuer à évoluer sur les plateaux, puis avoir du fun, puis rencontrer des gens. Mais ta marque de commerce, et c'est là où ça me parle quand tu dis qu'il fallait pas que ça se sache. Pour moi, je voulais pas que ça se sache. Je pense que tout le monde doit avoir envie de cacher nos faiblesses, on veut pas les étaler. Mais dans ton cas, ta marque de commerce, c'était ta joie de vivre. C'était le fait que tout le monde disait « Joanie Gontier, le rayon de soleil du matin à Salut Bonjour ». Donc, est-ce que ça te mettait pas une pression encore, je veux dire, plus grande pour cacher cette partie de toi? Bien, absolument, parce que pour moi, c'était pas juste... Ma job, c'était pas juste faire la météo, annoncer, dire alternance soleil-nuage, va faire 20 degrés. Ben non, c'était d'aider le monde à partir leur journée du bon pied quand, justement, c'était plus gris, plus maussade à l'extérieur, ou en plein cœur d'hiver, là, c'est tough des fois pour le moral. Fait que moi, ma job, c'était de rendre le monde pépé en étant moi-même pépé puis en voyant le bon côté des choses. Mais à la fin, quand tu vas tellement mal qu'il n'y en a juste pas de bon côté, c'est tough. Ça doit demander beaucoup d'énergie, énormément d'énergie pour faire ça. Mais dans ton livre, donc, toi, ce que tu as fait, moi, je te disais, quand on s'est parlé avant l'entrevue, que j'avais l'impression de lire un journal intime. Tellement j'ai trouvé que c'était, premièrement, l'écriture est super accessible. Tu ne te prétends pas auteur, hein, comme tu disais. On te demande, serais-tu prête à révéler ce que tu as vécu? Tu acceptes, je pense que ça fait œuvre utile et on va développer là-dessus un petit peu plus tard dans l'entrevue. Mais en attendant, j'aimerais ça que tu nous ramènes. Comment tout ça a commencé pour toi? Par quel type de trouble ou quels ont été les premiers signes, peut-être, dans ta vie? Tu veux dire mon histoire de troubles de santé mentale? Exact, ou par rapport à ce qui m'a menée à écrire... Oui, excuse-moi, c'est pas clair. Hein? Ben non, on y va avec la santé mentale. Ouais. Tiens, allons-y. Quand ça a commencé, tu étais quand même relativement jeune. Oui, très, très jeune. Mais d'abord, j'ai souffert d'anxiété. Moi, je pense que j'avais, peut-être 5-6 ans. Nous autres, on a grandi en Ontario à cause du travail de mon père. Fait que, tu sais, on était 3 jeunes filles. Là. Moi, j'ai une sœur jumelle puis une autre sœur plus vieille, mais on est séparés en âge par 18 mois, fait qu'on est très tissés serrés. Fait que, quand j'avais 5 ans, la famille déménage en banlieue de Toronto. On parle pas un maudit mot d'anglais. Puis ça a été un moment assez turbulent, juste parce que,
tu parles pas la langue là-bas, tu connais pas la culture, puis c'est pas pareil comme au Québec. Non, t'es complètement dépaysée, là. Complètement dépaysée. Puis à ce moment-là, moi, je développe un trouble d'anxiété, puis j'étais très, très proche de ma famille. Fait qu'il y a eu plein de moments de bonheur avec mes sœurs, avec mes parents, avec ma famille, mais reste qu'à l'école, c'était pas facile. T'sais, moi, j'étais tomboy un petit peu, puis je m'entendais pas bien avec les filles. On me taquinait souvent, on se faisait niaiser aussi sur nos noms francophones, sur notre accent en anglais au début, parce que nos parents nous ont vraiment mis à l'école anglophone. Anglophone, on y va. Oui, fait que quand tu es en deuxième, troisième année, puis tu parles pas la langue, puis les jeunes, des fois, c'est pas toujours gentil. C'est ce que j'allais dire. Les enfants n'ont pas de filtre, hein, ils n'ont pas la conscience nécessairement qu'ils peuvent blesser par leurs mots, donc c'est probablement une période très difficile aussi pour ça. Étonnamment, même des profs. Moi, j'ai eu une prof qui n'a pas été fine du tout. Des abus même physiques de se faire prendre par les bras, de se faire sortir de la classe, de se faire virer le bureau à l'envers. Puis je sais pas si elle aimait pas les Canadiens français. Là, je veux pas prêter cette intention-là. Non, je comprends, mais tout de même, c'est particulier. C'était froid, c'était pas fin. Fait que je sais pas si c'était juste... Elle était pas de même avec les autres étudiants. Fait que est-ce que c'est parce que je suis une petite Québécoise? Je le sais pas. Mais ça a été tough pour moi. Puis une chance que j'avais ma sœur jumelle à ce moment-là parce que c'est l'autre moitié de moi. Tout à fait. Puis je me tenais beaucoup avec elle puis avec ses amis à elle. Mais c'était difficile. Puis je pense que mon anxiété s'est traduit par une espèce d'obsession démesurée pour ma famille, puis une peur de perdre ceux que j'aime. Je me l'explique pas bien encore aujourd'hui, mais pendant les 7 ans qu'on a habité à Toronto, j'avais tellement peur qu'il arrive quelque chose à mes parents, qu'il y ait un accident de voiture. Mon père, il voyageait beaucoup en avion pour le travail. J'avais peur qu'il y ait un écrasement d'avion. J'avais peur que ma sœur jumelle, quand elle partait jouer un samedi, qu'elle ne revienne pas. Puis j'ai développé plein de tocs, des tics, crier à voix haute, là, des petits cris très aigus, taper mes talons à terre, écrire mon nom de famille de plein de façons différentes. Fait plein de tocs là, que je comprenais pas très bien moi-même à cette époque-là. Puis mes parents non plus, pour te dire bien honnêtement, parce qu'on parlait pas d'anxiété en général, je pense, à cette époque-là, puis encore moins chez les enfants. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec une petite fille qui est pas capable de fonctionner quand ses parents sont pas là, qui a peur de tout le temps. Tu sais, je faisais des prières, j'avais des rituels bizarres. Des fois, je mangeais pas en attendant que ma mère revienne du travail. Si elle avait un petit peu de retard, là, c'était la fin du monde. Puis, fait que ça m'a vraiment envahi cette anxiété-là pendant plusieurs années. Puis aujourd'hui, je comprends qu'à travers tout ça, il y avait aussi des espèces de périodes de déprime. Parce que, chez nous, j'ai mes 2 autres sœurs sont pas super cartésienne, mais pas mal plus que moi. En tout cas, ma sœur jumelle, qui est médecin aujourd'hui, est méga cartésienne. Ben oui. Bonne en sciences, bonne en maths. Mon père aussi est très cartésien. Puis, nos parents, ils veulent le meilleur pour nous. Fait que, ils veulent qu'on se donne la chance d'avoir plein de portes qui s'ouvrent à nous. Fait que pour eux, c'était important qu'on soit bonne, les 3 filles en maths, en sciences, qu'on soit bonne en général à l'école, qu'on fasse du sport, qu'on prenne des cours d'espagnol. Fait qu'il y avait comme une espèce de désir de nous pousser vers la performance qui était peut-être inconscient un peu parce que mes parents voulaient bien faire, puis il n'y a pas oui, c'était dans le but de dire je vais les outiller le plus possible quand elles sont jeunes pour qu'ensuite elles aient le choix de ce qu'elles voudront faire dans leur vie. Ben oui, mais moi, rapidement, j'ai comme compris que, OK, comment je suis moi, c'est-à-dire une fille plus artistique, une fille, moi, j'aimais ça, faire des pièces de théâtre, j'étais beaucoup dans l'art drame, le théâtre, dans le sport, j'étais un peu la phonie de la famille, mais j'étais pas bonne en maths, j'étais pas bonne en sciences, j'avais pas l'espèce de cerveau cartésien, puis là, je me suis dit, bon, ben ça y est, j'ai pas ce que ça prend pour réussir ma vie, pour être quelqu'un qui performe plus tard, qui a une belle carrière, qui gagne bien sa vie. Puis je voyais que le cerveau de ma jumelle était très valorisé, très célébré. Puis moi, je voyais que j'étais tellement différente. Fait que je pense que tôt dans ma vie, j'ai comme compris que comment je suis faite, moi, c'est pas correct. Puis j'arriverai à rien dans ma vie. Puis, mais c'est une énorme pression pour une petite cocotte de quoi? 8, 9, 10 ans? À peu près, là, tu sais, à peu près. Puis c'est pas de la faute à mes parents. Tu sais, encore, je le réitère, là, j'ai une famille extraordinaire, des parents aimants qui ont juste voulu nous donner, tu sais, le meilleur. Puis, mais reste que c'est tough de se trouver défectueuse puis d'avoir peur pour le futur quand tu as 8-9 ans. Fait que je pense que l'anxiété est beaucoup reliée à ça parce que rapidement, j'ai essayé de devenir quelqu'un de bon dans tout. Dans tout. D'être bon d'être bonne à l'école, d'être focus, d'être allumée, d'être intelligente, d'être à ton affaire aussi. Exactement, de mettre des sous de côté, puis tout ça. Puis il n'y a rien de mal avec le fait de vouloir s'améliorer, mais je pense que plus j'essaie de devenir la jeune fille parfaite,
plus moi, le côté, tu sais, funny, libre, j'ai bon temps, qui aime ça s'amuser, puis niaiser, puis tout ça, bien, plus cette petite fille-là, tu sais, se cachait en moi, s'enterrait. Oui. Puis je pense que toute l'anxiété puis la dépression et tous les problèmes qui ont découlé de ça, bien, viennent justement de ça, le fait que je n'étais pas capable d'être moi-même. Puis j'ai arrêté, en fait, d'être moi-même à un très jeune âge. Mais oui, puis c'est parce que l'anxiété, en fait, c'est très sournois. Hein? Et on le vit, ça prend toute forme, ça prend plein de formes différentes. Dans tous les âges, on n'est jamais à l'abri de l'anxiété. Mais c'est vrai qu'à un très jeune âge comme ça, comme tu le dis, ça t'a amené des années plus tard à développer d'autres problématiques. Au début, si je me souviens bien, ça a été que tu as choisi un jour, d'arrêter de t'alimenter. C'est ça la première étape, finalement, quand on se rend aux troubles alimentaires. Oui, mais c'est drôle parce que... C'est pas drôle, mais c'est drôle. C'est fascinant. Aujourd'hui, avec du recul, à chaque fois que j'avais une période très stressante dans ma vie, que ce soit un déménagement ou commencer l'école ou pas avoir des bons résultats à l'école, chaque fois que je ressentais une anxiété, j'avais pas d'appétit. Je mangeais pas. Ou si mes parents partaient en date un soir puis que là, la gardienne venait à la maison, mais là, moi, j'avais peur que mes parents meurent. Là. Fait que là, moi, c'est pas vrai que je vais manger le craft dinner avec mes soeurs puis qu'on va regarder le Titanic après. Là. On n'est pas tranquille. Là. Non, là, j'attends à côté de la fenêtre puis je prie. En hypervigilance, là. Exactement. Fait que très tendu, très stressé, pas d'appétit. Puis chaque fois qu'il y a eu des espèces de gros bouleversements ou même des tout petits changements dans ma vie, tu sais, ma mère, elle me disait, voyons, tu sais, je veux dire, je devenais maigre, tu sais, j'avais la peau sur les os. Puis c'est ça, parce que mon anxiété me coupait l'appétit. En parallèle, il y a eu plein de moments dans ma vie où je m'en suis fait avec mon apparence physique. Mais tu sais, là, je parle, tu sais, j'avais 6 ans, 8 ans, 10 très, ans. très jeune. Très, très jeune. Mais tu sais, moi, je veux dire, j'ai toujours été grande et mince. J'avais pas de problème de poids. J'en ai jamais eu. Je mangeais ce que je voulais. Mais pourquoi est-ce que, mettons, à 6 ans, je me réveille en panique un matin, je cours dans la chambre de bain de mes parents, puis je me pèse. Le numéro que j'ai vu, je le comprenais pas. Tu sais, moi, je sais pas combien je suis supposée peser mais non, à 6 cet ans. âge-là. Mais il y a eu une peur d'être grosse qui est arrivé subitement dans ma tête un matin quand j'étais très jeune, puis j'étais allée valider, ou je sais pas trop qu'est-ce que j'étais allée valider sur le pèse-personne, mais c'est ça qui était ça. C'est ça qui était arrivé. Tu sais, un peu plus tard, en jouant avec une de mes copines qui avait à peu près la même shape que moi, on était 2 grandes minces, puis tu sais, on jouait sur les divans, puis tu sais, on n'avait pas de poitrine à cet âge-là, évidemment. Puis tu sais, on faisait des culbutes sur les divans, puis son chandail s'est levé, puis là, j'avais vu sa cage thoracique, puis là, tout de suite, je me souviens de m'être dit hey, j'aimerais ça, moi aussi, qu'on voit mes os comme ça, tu sais. Puis, j'avais jamais entendu parler de troubles alimentaires à cette époque-là. J'étais jeune, c'était même pas une préoccupation. J'allais manger ce que je voulais après, mais ces idées-là sortaient de où? Pourquoi je les ai eues à ce moment-là? Aujourd'hui, je repense à tout ça, puis je me dis, c'est donc bien spécial. Puis, est-ce que tu as une piste? D'où ça pourrait venir? Je sais pas. T'avais-tu une ballerine dans ta famille? Non, même pas. Je veux dire, j'ai des parents qui, comme probablement bien des parents dans le monde, là, je veux dire, mes parents, ils ont fait des régimes, ils ont essayé différentes choses, du Montignac, des ça, mais il reste que ma mère a toujours fait des bons biscuits frais, a toujours fait des muffins, a toujours cuisiné, on n'a jamais manqué de rien, t'sais. Oui, il y a eu des petites phases où mes parents faisaient des régimes puis s'entraînaient beaucoup, mais moi, je m'en foutais puis j'allais manger, je prenais une pièce, j'allais m'acheter une barre de chocolat puis c'était ça puis c'était tout, là. Oui, exactement. Puis c'est plus tard, à l'adolescence, que j'ai vraiment commencé à m'en faire pour mon poids, alors que j'avais pas du tout de raison de m'en faire parce que j'étais encore là. Encore une fois, oui. Moi, j'ai eu mes règles à 16 ans, là, fait que j'étais la grande mince, pas développée, là. Oui. Mais je me souviens, en secondaire 3, 4, qu'on était revenus au Québec, on faisait des parties de piscine, les amis ensemble, puis moi, je me mettais pas en maillot de bain, là. No way, là, Mais rationnellement, tu n'avais pas de raison, mettons, de dire hey, je me cache parce que j'ai une grosse tache de naissance ou parce que j'ai un grand surpoids, c'est un surpoids important. Oui. Tu n'avais pas ça, mais malgré tout, tu sentais le besoin de cacher ton corps. Oui, exactement. Fait que, on est, je veux dire, en secondaire 3, là, on a quoi, 15 ans, 14-15 ans, là. Puis tout le monde se baignait chez nous, mais moi, j'étais seule, tu sais, même pas en culotte courte, il n'y avait pas de culotte courte. Ah non, c'est c'était le pantalon long. Puis moi, j'étais celle qui servait des chips aux gens. Je remplissais les bols de chips. Oui. S'il faisait vraiment chaud puis que j'avais donc envie de me baigner, mais je demandais à une amie de me pousser par accident dans l'eau. Puis, fait que je comprends pas d'où est-ce que ça vient, ça. Puis même, j'essaie juste pour ma propre guérison de trouver la genèse de tout ça. Puis je me l'explique pas encore aujourd'hui. C'est des idées, des peurs qui se sont ancrées en moi. Oui. Puis après ça, quand j'ai frappé la puberté,
c'est sûr que le corps d'une fille change à la puberté, puis c'est toujours un petit peu inconfortable parce que c'est normal d'avoir un peu plus de gras sur son corps quand on frappe la puberté, puis après ça, ça s'équilibre, puis le corps s'ajuste. Mais tu sais, au début, d'avoir de la fesse, de la cuisse, puis un petit peu plus de ventre, c'était super inconfortable pour moi. Puis je voyais que j'avais plus de fesses que les autres à l'école, que les copines avec qui je me tenais, en tout cas, selon ma perception à moi. Exact, oui. Puis à un moment donné, je vais toujours m'en souvenir, j'ai une de mes amies, en deux cours, je mangeais des biscuits, des petits biscuits fraîchement faits à la cafétéria, 4 biscuits pour 1 piastre. J'allais chercher des piastres à tout le monde. C'est la fête! Moi, 1 piastre. Je me prenais 12 biscuits. Puis bref, encore une fois, j'avais pas de problème de surpoids du tout. Puis là, je mangeais mon biscuit, puis ma copine me dit, tu devrais peut-être arrêter, ça va aller dans tes fesses. Puis à ce moment-là, ça a été une cassure pour moi. Puis là, j'ai commencé à regarder ce que les autres mangeaient, à comparer mes portions parce que j'ai toujours eu un bon appétit. J'ai commencé à suranalyser mes portions, me comparer aux autres, regarder les physiques des autres. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir faire des régimes. Puis plus j'essayais de manger sainement ou de manger peu, plus après ça, je tombais dans l'excès. Puis là, je me gavais. Fait que, je pense que ça a commencé, j'étais en secondaire 4, là, les espèces de cycles de survigilance, puis de privation, puis après ça, d'excès. Puis, en plus, ça arrivait en plein dans ma puberté. Fait que, mon poids fluctuait. J'étais super mal dans ma peau, encore plus qu'avant. Déprimée, anxieuse aussi par rapport à tout ça. Puis c'est vraiment comme ça, je pense, que ça commence. Que tout ça s'est enclenché. Parce que là, vous êtes revenu au Québec, si on situe les gens. Toi, tu avais environ 12-13 ans quand tu es revenu au... Fait que là, je suis arrivée à la fin de secondaire 2. Là, fait que j'avais 14 ans. Donc là, 13-14. 13-14, oui. Puis là, c'est dans le fond, si on avance dans le temps, toi, à un moment donné, tu as fini par te dire, hey, ma place, ça va être le journalisme. Je m'en vais en journalisme à l'université. Je te dirais que moi, ça n'a pas été mon plan là, d'aller en journalisme. En fait, c'était comme une décision que j'ai prise, mais au début, tu sais, moi, j'ai toujours voulu être actrice, comédienne, puis après ça, je voyais Véronique Cloutier à la télé, puis j'étais comme, moi, je vais être actrice, puis là, je vais faire aussi ce que Véronique Cloutier fait. Fait que c'était ça mon plan de match, d'être comédienne, puis d'être Véronique Cloutier. Puis là, comme mes parents voulaient quand même qu'on aille à l'université, c'était super essentiel pour eux que leurs 3 filles aient à l'université. C'est à cause de ça que tu as choisi là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui va me rapprocher du milieu de la télévision, puis qui va me permettre après ça, une fois que le bac va être en poche, de m'émanciper puis de réellement faire ce que je veux, en ayant le fameux plan B plus sérieux que mes parents, qui va ravir mes parents. Mais c'est comme ça que la décision d'aller en journalisme c'est prise. Mais je me suis jamais dit ou j'ai jamais senti que l'information, c'était ma voie. Puis même à l'école, mes profs te diraient que à chaque fois qu'il fallait faire dans un cours de télé, justement, un reportage, moi, je trouvais toujours un moyen de faire un reportage complètement éclaté sur un sujet qui avait 0 rapport avec l'actualité. Là. Je faisais un genre de petit stand-up où je parlais de comment l'hiver, ça me tapait ses nerfs. Puis je partais, puis c'était comme une espèce de... C'était de l'information, mais de l'information... On s'entend divertissante. Oui. Tu avais ta façon à toi de le livrer. Oui, mais c'est ça. Mais je me suis jamais dit en sortant de là, je vais aller travailler pour la presse ou je vais être journaliste terrain. Puis après ça, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais commencer à me faire une place en télé en utilisant un peu mon background, mon bac en journalisme. Puis c'est comme ça que la météo est arrivée dans ma vie, à Météo Média. Puis j'avais pas d'expérience encore en télé ni en radio. Ni de contact. Puis, aucun contact. 0 contact, c'est compliqué, là. Oui. Puis ça, c'est un petit milieu. Je suis contente que tu poses, pas que tu poses la question, mais que tu le dises parce que, tu sais, on se fait souvent dire que dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus et que les élus, sont là parce qu'ils connaissaient du monde. Puis parce que, tu sais, moi, quand je disais jeune aux gens qui m'entouraient que je voulais faire comme Véronique Cloutier, moi aussi, là, eux autres me disaient, oui, mais elle, son père, c'est Guy Cloutier, c'est comme ça qu'elle a commencé, puis ça. Puis, fait qu'on dirait que tout le monde avait des doutes par rapport à ma capacité à me frayer un chemin dans ce milieu-là sans contact, sans connaissance. Puis là, moi, je leur disais, vous me connaissez pas, puis moi, j'ai des guts, puis vous allez voir que je vais y arriver, tu sais. Mais c'est fou pareil. C'est le guts que tu as eu pour ton entrevue. Raconte ton entrevue, s'il vous plaît, Météo Média. Bon, là, c'est la fin. J'ai terminé mon bac en journalisme à l'UQAM. Puis là, pendant l'été, mon chum voit passer une petite nouvelle annonçant qu'à Météo Média, il cherche des présentateurs météo. Puis là, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment emprunter la voie de la météo ou est-ce que ça va
ça va me donner comme une espèce d'étiquette de Miss Météo que je vais avoir collée sur la peau pour le restant de ma vie. Fait que je me questionnais au début par rapport à ça. Puis là, je me suis dit, OK, là, j'ai un bac, oui, en journalisme, mais j'ai pas fait d'école de télé, j'ai pas fait de radio. Je suis complètement inexpérimentée. Puis il faut que je fasse mes classes, il faut que j'aille à l'école, si on veut, tu sais, en télé. Puis Météo Média, c'était exactement ça. Je veux dire, ils donnent une chance à ceux qui n'ont pas d'expérience. Puis on a des cours avant, puis on est vraiment bien encadré. Puis là, je m'étais souvenue aussi que Geneviève Borne était passée par là, que Chantal Lacroix était passée par là, qu'il y avait plein de personnalités que j'aimais aujourd'hui, qui avaient un background de météo. Fait que je me suis dit, Anouk Meunier aussi, que je voyais à l'époque à Salut Bonjour, à la météo, je me suis dit, bon, mais elle a réussi à avoir d'autres projets après, puis elle est quand même passée par la météo. Fait que c'est pas grave, ça va pas, je vais pas être emboîtée dans ce carcan-là. Puis je me suis dit, bon, ben let's go. Puis pour passer à l'étape des auditions, il fallait d'abord envoyer une démo. Fait qu'une démo, ben, c'est juste une vidéo où on te voit un peu à l'œuvre, en action. C'est ça. Exactement. Puis après ça, ben, les patrons décident s'ils ont envie de te voir à l'audition ou pas. Mais moi, j'avais pas ça, une démo, parce que j'avais pas d'expérience. J'avais juste un CV là, où c'était écrit que mes passe-temps sont, je sais pas, le snowboard, puis la musique hip-hop, puis tout ça. Puis j'ai travaillé dans tel restaurant. Ben oui, c'est ça. Puis... fait que j'ai décidé de me présenter en personne dans les bureaux de Météo Média à Montréal. Puis, je cogne à la porte, puis là, je demande à la réceptionniste de parler à une patronne là, puis finalement, elle vient me voir, puis on se parle. Puis je dis, écoute, moi, tout ce que je te demande, c'est une chance, une chance pour que je puisse faire l'audition. L'audition. Exactement. C'est une opportunité de venir me présenter devant vous en audition. Puis après ça, si je me plante, je me plante. Moi, j'aurais certainement appris de cette expérience-là. Puis j'aurais au moins, je saurais enfin c'est quoi une audition en télé. Puis au contraire, si ça marche puis que vous m'aimez, bien là, c'est parti mon kiki, tu sais. Puis là, elle m'a dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis encore aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir eu cette première opportunité-là. Ben cette patronne-là qui m'a dit, OK, viens-t'en lundi prochain pour l'audition. Tu sais, ça en prend du monde comme ça qui n'ont pas peur de donner une chance à du monde, qui n'ont pas d'expérience, mais qui veulent donc bien, tu sais. Puis, fait qu'arriver à l'audition, le moment le plus stressant de ma vie, là, écoute, c'était une audition vraiment complexe. Il fallait faire toutes sortes de segments, puis tout ça. Puis moi, arrivée sur place, je me suis dit, Colin, dans quoi je me suis embarquée. Puis bref, mon audition, c'était un échec monumental. Non, mais c'est parce qu'on s'entend, en plus, tu n'étais pas une fan de météo particulièrement. J'imagine, c'est tout un jargon quand même à maîtriser. Ben oui. En plus de la technique, de la télé, du plateau. Oui, puis tu sais, Météo Média, ça fonctionne. On est dans une espèce de grosse pièce verte. Fait que la carte météo que les gens voient à la télé, nous, on la voit pas. Non. Fait que tu pointes un mur vert où il n'y a rien pantoute, mais ta carte météo est en petit carré devant toi. Fait que si tu pointes là, c'est compliqué. Ben oui. En plus, pour quelqu'un qui l'a jamais fait, qui n'a jamais même fait d'audition en télévision. Fait que, c'était une audition de 2 minutes. Moi, 20 minutes plus tard, j'étais encore en train de dire n'importe quoi, faire des liens par rapport. Fait que bref, je me suis plantée, mais en régie, j'entendais les boss rire. Puis ils me laissaient aller. Il n'y a personne qui est venu m'arrêter après 3 minutes. Là. Tout le monde me laissait aller, puis je continuais, je faisais mon petit spectacle, puis je me plantais, mais je me suis dit, bon, mais garde au moins... Tant qu'à se planter, plantons-nous. On va se planter, puis au pire, ils vont se souvenir de moi, puis peut-être que quand j'aurai plus d'expérience dans quelques années, je reviendrai, puis là, ça fonctionnera, tu sais. Puis je suis sortie de là en me disant, bon, ben, tu sais, fail monumental, je vais jamais avoir la job. Puis finalement, je l'ai eu, la job. Puis j'en revenais pas. Je me dis, my God. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, yes, ma carrière commence. Puis ça a été très tough au début à Météo Média parce que j'étais pas bonne. J'avais pas d'esprit de synthèse. J'étais pas capable de... En tout cas, ça a été très compliqué. Mais j'ai toujours pris ça avec quand même légèreté. Puis je riais de moi-même. Puis j'étais entourée par des boss justement exceptionnels qui savaient que j'avais pas d'expérience. Puis ils m'ont soulevée, supportée, encadrée. Puis tranquillement, pas vite, j'ai fait mes classes. Puis tu sais, il y a du monde qui l'ont naturellement. Je trouve la communication. Puis je dis pas que je l'ai pas naturellement. Je pense que ça fait partie de moi. Je veux dire, t'allumes une caméra puis moi te le faire mon show, mais ça va être tout croche un petit peu messy ces barres. Oui, je comprends ça, moi, tout à fait. Oui, ben non, mais non, mais ça rend les gens attachants. Ben, je pense que c'est ça peut-être le petit plus que tu avais par rapport aux autres candidats. Le fait d'être justement après 20 minutes, la fille elle continue, elle donne le show must go on. Oui. Moi, je suis certaine qu'il y a de ça là-dedans, mais je continue sur ça. Ben non, mais je pense que tu as raison. Mais en même temps, ça fait que moi, je suis toujours obligée de travailler plus fort que les autres. Tu sais, j'ai des amis dans ce milieu-là qui sont tellement, tout est toujours clair, il y a un esprit de synthèse, sont super naturels puis habiles aussi, puis très attachantes, mais la communication, tu sais, ça y va par là. Limpide, là. Limpide. Oui. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Fait que pour être capable de bien faire ma job, j'ai toujours besoin de me préparer plus que les autres, on dirait. Puis
je l'assume, je l'accepte. Puis même si je me prépare du mieux que je peux, il reste que je ne vais jamais être la fille parfaite en ondes, lisse. Il y a toujours quelque chose. C'est ça. Puis c'est bien correct. Ben, regarde, j'ai 33 ans, puis je l'assume enfin. On s'assume. Ouais. J'adore. Je veux qu'on revienne au livre un peu. Ben ça, c'était une anecdote dans ton livre qui m'a fait sourire. Je voulais t'entendre la raconter. Mais là, si on revient un petit peu, entre les deux, on a parlé de la fin de l'école, on est revenu au Québec, on est allé au secondaire. Bon, finalement, cégep, université. Mais là, pendant ce temps-là, tranquillement, de plus en plus, il y a des troubles qui je veux pas dire qui grandissent en toi, mais effectivement, de plus en plus, tu vis avec ces troubles-là. Tu as commencé par l'anorexie, puis ensuite, ton corps, tantôt, tu disais, je me privais à petite échelle, je faisais des régimes, puis ensuite, j'excédais un peu, je prenais un peu de poids. Et là, après, ça, c'est devenu plus important parce que là, tu arrivais à ne pas t'alimenter pendant un certain temps. Oui. Puis éventuellement, ça s'est comme dirigé vers l'hyperphagie. Oui, absolument. Dans le fond, longue histoire courte par rapport à tout ça, ou longue histoire longue parce que... Non, mais comme tu le sens, Joanie, il n'y a pas de problème, je m'installe. C'est que, dans le fond, moi, j'ai su quand j'étais au cégep que je voulais, que j'allais étudier en communication dans le but de faire de la télé. C'est que mon parcours scolaire, pour faire plaisir à mes parents, ça allait être, mon cégep, après ça, un bac en com, puis après ça, moi, j'allais, à l'âge adulte, voler de mes propres ailes. Donc, arrivé au cégep, une fois que je me suis écoutée, puis là, je sais où est-ce que je m'en vais, là, je réalise que pour faire de la télé, puis pour être bonne, puis pour avoir des opportunités, je dois ressembler aux standards qui sont présentés à la télévision. Oui. Puis c'est des belles filles, belles filles minces, puis tout ça. Puis moi, j'étais très mal dans ma peau. Puis déjà, à ce moment-là, quand j'étais au cégep, j'avais des problèmes alimentaires, c'est-à-dire que je me privais, puis je me gavais, puis mon poids fluctuait beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis dit... c'est terminé. Je suis tannée de m'en faire toujours avec ce que je mange puis les quantités. Fait que je vais juste complètement arrêter de manger ou je vais manger très, très peu. Je vais perdre du poids. Puis à ce moment-là, ma vie va avoir un sens puis tout va être parfait. Tout va être parfait. Fait que là, j'étais au cégep puis je décide d'arrêter de manger. Je perds du poids. Je me trouve belle. Je suis plus confiante. Ça va bien. En parallèle à l'école, au cégep, je décroche des résultats incroyables. Je finis avec une cotère de presque 34. Je reçois une bourse. Fait que tout va bien. La vie est sous contrôle. Je suis au top de ma game. Fait que ça dure, c'est ça, pendant un an, là, je te dirais, l'espèce de régime qui m'a fait perdre du poids, qui me fait tomber pour une première fois dans l'univers de l'anorexie parce que là, je perds mes menstruations, je perds mes cheveux, j'ai du petit duvet qui me pousse sur le visage, puis ça, c'est un symptôme aussi d'anorexie parce que ton corps, il essaie de se réchauffer. De se réchauffer, bien oui. Il y a du petit duvet qui pousse partout sur le corps. Là, mes parents commencent à s'inquiéter beaucoup pour moi, me voient aussi aller, j'ai la peau jaune, ça va pas bien, malgré le fait que je leur dis que tout va bien, puis tout est sous contrôle, puis regardez, mes résultats scolaires sont hot, puis je suis bonne, puis tout va bien. Ma mère finit quand même par m'envoyer voir mon médecin de famille. Elle m'accompagne évidemment là-dedans parce que j'ai peut-être 18 ans, 19 ans à ce moment-là. Puis mon médecin de famille sonne l'alarme en disant là, ça va pas du tout. Tu es en pleine croissance, tu as 19 ans, 18 ans, c'est pas normal que tu n'aies pas tes menstruations. Puis là, c'est inquiétant. Là. En ce moment, j'avais un pouls qui était très faible aussi. Fait que, bref, elle me fout la chienne. Elle me fait peur avec ses diagnostics. Puis là, je décide que je me reprends en main en mangeant un peu plus. Je reste dans le contrôle, je mange un peu de protéines, des brocolis. Je mange juste un petit peu plus pour pas crever, pour pas mourir, mais il reste que je veux quand même me sous-alimenter pour conserver ce physique svelte que j'avais mis de l'effort à atteindre. Ben oui. Sauf que là, la seconde que j'ai essayé de manger un peu plus, après comme plusieurs mois de restrictions sévères et de sous-nutrition puis de sous-alimentation, mais là, c'est comme si mon cerveau, il y a eu un déclic qui s'est fait. En fait. Puis là, j'étais juste plus capable d'arrêter de manger. Je mangeais de la margarine, là. Je veux dire, c'est comme à la cuillère. À la cuillère, je buvais du sirop d'érable. Il y a eu une espèce de faim animale qui a pris le dessus. Puis là, écoute, ça, c'était très... Écoute, je suis tombée dans une grosse dépression aussi à ce moment-là, que je comprenais pas à l'époque, parce que je me dis, c'est comme qui est déprimé à 19 ans, ça n'a pas rapport, tu sais. Puis je continuais à aller à l'école, les cours au cégep, puis à décrocher des bons résultats. Ça allait bien, ça allait super bien. Puis j'avais aussi un chum à ce moment-là. Fait que, tu sais, de l'extérieur, tout allait bien, à part le fait que moi, je prenais beaucoup de poids à vue d'œil parce que j'étais pas capable de manger comme une personne normale. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je suis vraiment tombée dans l'enfer de l'hyperphagie alimentaire. Fait que ça, l'hyperphagie, c'est où tu te gaves, mais t'as pas de mouvement compensatoire. Fait que tu n'utilises pas des laxatifs, puis tu te fais pas vomir pour compenser pour l'excès calorique que tu as ingéré. Fait que là, bon, je prends beaucoup de poids, je suis pas bien dans ma peau, je suis anxieuse, je suis déprimée. Je finis mon cégep.
Puis ça va très, très bien. Je suis acceptée en communication, en journalisme à l'UQAM. Fait que tout va bien, mais il reste que moi, je suis vraiment triste et pas bien dans ma peau. Puis j'essaie de contrôler mon alimentation en mangeant intuitivement, en mangeant moins. Fait que j'essaie pour retrouver un corps dans lequel je suis plus à l'aise de faire des petits régimes ici et là, mais ça échoue tout le temps. À chaque fois que je suis un régime, je retombe après ça dans l'excès. Fait que au début de l'université, je me suis dit, tu sais, c'est plus facile pour moi d'éviter à 100% la nourriture que de suivre un régime puis de sentir que je peux pas manger à ma faim. Fait qu'au début de l'université, je me suis dit, moi, la nourriture, c'est terminé. Ciao, bye la visite. J'ai arrêté complètement de m'alimenter. Puis j'avais lu en ligne, parce que ça aussi, c'est poche, mais sur Internet, il y avait des forums de troubles alimentaires. J'ai lu ça dans ton livre. J'en revenais pas. Oui, c'est débile. On donne des conseils. C'est parfait. Des forums pro-ANA pour pro-anorexie ou pro-MIA pour pro-boulimia, là, tu sais. Oui, OK. Fait que, j'ai appris plein de trucs sur Internet, malheureusement. Puis j'avais lu que, tu sais, après une semaine où tu manges pas, ton corps, ton système digestif se met à off. Parce qu'il comprend que là, il n'y en aura plus de nourriture. Fait que ça sert à rien de t'envoyer des cris de « Hey, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Fait que, tu sais, la première semaine, c'est la plus difficile. Puis après ça, tu ressens plus la faim. Et c'est vrai. C'est exactement ça qui se produit. Fait que j'avais plus faim du tout. Mon corps se nourrissait de mes graisses. J'ai perdu beaucoup de poids. Tu sais, je mesure 5 et 9. Je suis descendue à 106, 107 livres. Perte de cheveux, perte de menstruation. Tu sais, fait que là, je veux dire, là, à ce moment-là, j'ai 19, 20 ans. Là, mais comment tu avais l'énergie de passer à travers tes journées? Ça, je ne me l'explique pas. C'est le café. Ah oui, à ce point? Je suis devenue caféinomane. OK. Accro au café. Mais ça prenait quelque chose pour fonctionner. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est que le café, c'est devenu mon espèce d'élixir miracle. Parce que ça me donnait de l'énergie, j'étais crinquée raide. Puis c'est un coupe-faim en plus. C'est vrai. Oui, tu sais, parce que quand tu manges pas, ton corps arrête de t'envoyer les signaux de faim. Mais à un moment donné, quand tu es trop raide maigre, là, les espèces de mécanismes de survie embarquent. Puis là, tu ressens la faim extrême, comme je l'avais vécu la première fois. Quand j'étais au cégep. Puis là, je me suis dit, il ne faut pas que je succombe à cette faim-là extrême parce que sinon, c'est le même pattern. Là, tu savais, là, oui. Exactement. Fait que j'ai commencé à boire du café. Puis le café, bien, c'était parfait parce que ça me donnait de l'énergie, ça coupait mon appétit tout le temps. Écoute, puis je me sentais, à ce moment-là, j'étais vraiment euphorique. Je me sentais fondamentalement heureuse. Je pensais que c'était ça le bonheur. Je pensais que j'avais trouvé la recette miracle. La recette miracle. Je mange pas, j'ai pas à penser à la bouffe parce que je me nourris pas, mais j'ai de l'énergie parce que je bois du café. Puis, tu sais, je me sens bien, je suis mince, je suis confiante. Tu sais, je parle à tout le monde, j'ai des amis, je sors dans un bar. Tu sais, comme tout va bien, puis l'université, ça va bien aussi. Fait que c'est vraiment, ça a été plusieurs années d'anorexie, mais également marqué par une euphorie. Un espèce de sentiment de tout est sous contrôle, ma vie va bien. Je m'aime, je me trouve belle, j'ai des amis, je suis bien entourée, l'école, ça va bien. Et tu dégageais probablement la grande confiance aussi, là, tu sais. Exact. Tout ça t'a fait jusqu'à Météo Média facilement, jusqu'à Salut Bonjour après. Fait que même, je me souviens, le matin, avant ma toute première émission à vie à Météo Média, j'avais eu un cycle de boulimie. Je m'étais fait vomir avant. Fait que je te dirais que à l'université, j'étais très anorexique. Il n'y avait pas encore de boulimie tout à fait. Non, c'est ça. Puis après ça, à la fin de l'université, début de la carrière, là, j'ai commencé à avoir vraiment trop faim puis à vouloir, après toutes ces années, recommencer à manger un petit peu plus. Mais oui. Puis là, comme l'espèce de faim animale a encore repris le dessus puis que je voulais pas que l'espèce de cycle d'hyperphagie reprenne, comme ça avait été le cas avant, mais j'ai commencé à me faire vomir en utilisant des trucs que j'avais regardés sur des forums de boulimie puis tout ça. Puis ça a été... c'est comme ça que la boulimie a commencé. Puis je le regrette parce que ça a été... Bien, pas que je le regrette parce que je pense que tout ça, ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Parce que ça a été plusieurs années d'anorexie puis de boulimie, de souffrance extrême. C'est incroyable. C'est tough, oui. Tu sais, puis je lisais ça, puis t'en parles de ta famille. Ce que j'ai aimé, c'est que tu as mis des petites citations ici et là de membres de proches, en fait, de membres de ta famille. Il y a une chose que je me demandais, parce que t'en parles, mais l'évolution de tous ces troubles-là, ces maladies-là dont tu as souffert, l'évolution des relations avec ta famille en parallèle, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a un moment où j'ai réalisé que vous ne vous parliez pratiquement pas, mais que c'était de ton propre chef, finalement, que tu t'étais éloigné d'eux, probablement pour te protéger ou pour pas avoir à... Allez, quoi, tu voulais pas les inquiéter? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais juste un individu de merde, là. J'étais vraiment pas...
Ben écoute, dis de même. Prochaine question. Mais juste parce que j'avais rien à offrir de lumineux puis de positif. Tu sais, je veux dire, aller bruncher avec toute ma famille, moi, je veux dire, j'étais juste la fille de drame qui avait pas envie d'être là parce que la veille, j'avais trop bu puis j'avais trop mangé puis je m'étais fait vomir. Fait que là, c'est pas vrai que je vais venir bruncher avec vous puis manger du bacon, ça me tente pas. Fait que j'étais juste, je veux dire, mes agissements avec la nourriture teintaient tout le reste de toutes mes relations, puis ma capacité à faire ma job, puis à être présente pour mes amis, puis pour ma famille. T'sais. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, pour mes parents, pour mes sœurs, c'était tough de me voir moi juste choquer chaque événement familial. T'sais, ma sœur aînée, elle a 2 petits bonhommes, deux jeunes garçons, puis moi, je suis la marraine du plus vieux, puis j'étais pas là à sa fête de 1 an, puis j'évitais tout le temps, mais alors que je disais que j'allais être là. Fait que tout le monde s'attendait à ce que je vienne. T'sais, mettons le brunch du 1er janvier, c'est le jour de l'an, tout le monde m'attend pour popper le champagne, puis moi, je dis pas à personne que je décide de choquer ça. Fait que j'étais pas gentille. T'sais, je cherchais toujours la merde quand j'étais avec eux autres. J'étais dans la confrontation. Je semais le bordel un petit peu quand j'étais avec ma famille, pour une raison, juste parce que j'étais pas bien. C'est ce que j'allais dire. Probablement ton mal-être, à un moment donné, quand on est avec les gens en qui on a le plus confiance, nos proches, notre famille, notre cocon, c'est là où on se permet des choses, de dire ou de faire des choses qu'on se permettrait pas quand on doit garder une certaine prestance devant, par exemple, des collègues de travail. Donc, c'est eux, finalement, qui étaient le plus témoins de ta situation, de tes problèmes. Oui, absolument, absolument. C'est un très bon point. C'est vrai. Puis aussi, je pense que on dirait que je n'étais pas encore tout à fait prête à prendre le blâme pour tout. Ouais. Fait que j'étais beaucoup dans l'espèce de... Tu sais, mes parents, si vous n'aviez pas fait ça quand j'avais tel âge, j'étais comme dans l'espèce de ce jeu de... Tu sais, comme qui est à blâmer, là, entre vous autres, là, tu sais. Oui, c'est ça. Avec qui je partage le blâme? Parce que tout ça pour toi toute seule, c'est une grosse confrontation, là, d'avoir c'est un simple barbecue en famille, la fête d'un neveu, le brunch du jour de l'an, tous ces moments-là se transformaient en espèce de guerre de famille, dont j'étais l'instigatrice. Je comprends. Fait qu'à un moment donné... Puis tout le monde est, mes sœurs sont bien, sont comblées, mes parents, je veux dire, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Puis moi, je fitais le bordel tout le temps. Fait que je me suis juste retirée quand j'allais pas bien pour me permettre de frapper vraiment le bas fond comme j'avais besoin de le faire, je crois. Pour me poser les vraies questions aussi dans tout ça, pour après ça émerger puis renouer avec tout le monde. Mais, ma famille a toujours été présente, ça a été tough aussi pour mes parents de pas m'avoir dans leur vie pendant un certain temps. J'ai manqué un Noël avec ma famille, je suis restée seule chez moi, fait que ça a été difficile pour eux, mais ils comprenaient que j'avais besoin de faire ça. J'avais besoin de quitter mon travail, de quitter un peu mes repères, les gens dans ma vie pour juste être pognée seule avec moi-même. Me scraper bien comme il faut pour après ça, tu sais, carrément me retrouver. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Puis ça, c'est ta famille. On parle de ton noyau, mais il y a la famille qu'on choisit dans la vie aussi. Il y a 10 ans, tu as rencontré un homme. Je suis un peu tombée en amour avec en lisant le livre, je te le promets. Alors, mes hommages, mais... non, mais c'est parce que quel être extraordinaire de la façon que tu le décris. Yannick est dans ta vie depuis 10 ans. Et donc, lui, il a été témoin aux premières loges parce que, comme tu le disais dans le livre, tu n'avais pas envie de te cacher devant lui. Je pense que probablement que tu mettais tellement d'énergie à cacher au reste du monde. Quand tu arrivais chez toi, un moment donné, c'était comme, là, je vais être moi-même. Mais comment il a vécu ça? C'est pas que j'avais pas envie de me cacher, c'est que le trouble alimentaire était plus important. Plus fort, plus important. C'était plus important pour moi de vivre mon trip de bouffe et d'alcool que de pas le faire pour épargner mon amoureux. Puis, tu vois, j'ai rencontré Yannick... à la fin de mon bac à l'université. Puis j'étais très anorexique à ce moment-là. Puis je commençais à avoir des tendances boulimiques. Tu sais, je mange pas, mais quand je mange tout, puis je me purge après. Puis mon père, après mon bac, il voulait pas tout de suite que je me lance tu sais, dans ma carrière. Il m'avait dit... T'es malade, parce que mes parents, je leur avais dit finalement que j'avais commencé à être boulimique. Ils voyaient bien que j'étais anorexique, mais je leur avais dit qu'il y avait de la boulimie aussi qui s'était installée là-dedans. Parfait. Fait que, tu sais, puis quand t'es extrémiste, t'es extrémiste. Oui, c'est ça, exact. Puis à ce moment-là, mon père m'avait dit, tu sais, prenons une petite pause entre l'université puis la job, va donc chercher de l'aide. Puis il avait même considéré le fait de peut-être, tu sais, m'envoyer à l'hôpital Douglas pour que j'aie un traitement en clinique fermé puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, ben non, tout va bien, tu sais, j'ai pas de temps à perdre, c'est la carrière, go, ça avance, go, tout ça.
Puis là, j'ai rencontré Yannick à ce moment-là, puis il m'avait dit, Jo, est-ce que t'es sûre que c'est le bon moment de tomber en amour puis de te mettre en couple? Il me semble que tu en as déjà en masse du pain sur la planche avec, bon, ta carrière que tu veux bâtir, puis tes problèmes de santé mentale, tout ça. Puis, tu sais, évidemment, tu choisis pas avec qui tu tombes en amour et quand. Ça a vraiment été comme une espèce d'une connexion instantanée entre moi puis mon amoureux. Mais je me souviens, tu sais, mon père, il m'avait dit, dis-lui que t'es malade, que tu as un trouble alimentaire, parce que si tu lui dis pas, moi, je vais lui dire. Ah, il voulait que tu partages ton bagage tout de suite. Ouais. Fait que première date avec mon chum. Ça promet. Première date après le premier French, je dis, mon gars, j'ai des petites choses à te dire. Puis là, finalement, j'étais tellement gênée parce que... Ben là, c'est certain. On avait 20 keks à l'époque. Ben oui. C'est qu'on est jeune. Peut-être que lui, il n'a pas envie de porter ça, par le biais des choses, puis tout ça. Puis, fait que j'y ai dit, puis il a été extraordinaire. Puis, mais il comprenait pas en même temps. Lui, sa mère n'a pas de troubles alimentaires. Il y a un frère, il connaît les troubles de santé mentale, il connaît pas ça. C'était l'inconnu pour lui. Il ne comprend pas ça. Okay. Fait que lui, il se disait, bon, ben OK, boulimique, elle mange pas ou elle mange trop parce qu'elle se fait vomir. OK, fait qu'il faut juste qu'elle mange puis qu'elle se fasse pas vomir, ou faut juste qu'elle... Tu sais, lui, dans sa tête, c'était elle mange moins, tu sais. Pour lui, c'était pas compliqué. Il comprenait pas l'ampleur de la maladie. Il l'a certainement compris au fur et à mesure. J'ai l'impression, à la lecture je crois que oui. Il a fini par comprendre. Mais tu sais, au début, c'est sûr que c'est une nouvelle relation. Je voulais pas me montrer dans tous mes déboires tout de suite en partant. Fait que, tu sais, quand je travaillais, tu sais, mettons, je travaillais à temps partiel dans un restaurant, puis après ça, j'allais coucher chez lui le soir. Mais avant ça, tu sais, je me prenais une petite heure où je mangeais, je me faisais vomir, je prenais une douche, je me brossais les dents, j'allais chez lui après, tu sais. Fait que j'essayais de l'épargner le plus possible. Mais en moins d'1 an, c'est ça, on a emménagé ensemble mon appartement, puis là, c'est devenu pas mal plus difficile de faire ça en cachette. Puis il a bien vu la dégringolade qui s'est faite aussi au fil des années, mais il est extraordinaire. Je sais que c'est cliché puis que le monde ne veut plus m'entendre dire à quel point mon chum il est hot, mais c'est vraiment mon ange sur terre. Il est aimant, ça n'a pas de bon sens comme il est aimant. Puis, bien sûr, il a tout fait pour essayer de m'aider à m'en sortir. De là à m'empêcher physiquement de manger ou de boire, ou de là à acheter aussi mes affaires dans la poubelle. Mais quand tu es en espèce de crise boulimique puis que tu es en boisson aussi, je veux dire, si là, je décide que je mange de la crème glacée puis que je suis pactée en plus puis que tu m'enlèves ma crème glacée, ça va très, très mal finir, là. Fait que je devenais très colérique, très... mon chum, il mesure 6 pieds 5, fait que quand même que je veux me fâcher, il me maîtrise. Il va te gérer, là? C'est ça, il va me gérer, mais tu sais... Fait que ça n'a pas été facile pour lui, mais dans tout ça, il a toujours essayé de me faire reconnaître ma valeur en tant qu'humaine, il a toujours essayé de me faire reconnecter à mon propre cœur, à l'essence de qui je suis. Il m'a toujours abondamment aimée de toutes les façons qu'une femme peut être aimée. Puis ça a vraiment été mon espèce de phare. Il a toujours su et cru que j'allais m'en sortir, puis il me le répétait constamment. Ça a été long, j'aurais aimé ça que la guérison se fasse plus rapidement. Plus vite, oui, mais en même temps... Ouais. Il t'a prouvé. Je pense pas qu'il y a une plus belle preuve d'amour, tu sais, au fil du temps, avec autant de patience, d'amour. J'ai vraiment l'impression, en lisant le livre, qu'il t'enveloppe. Absolument. C'est l'impression que ça donne quand on lit le livre. Parce que là, c'est ça, tu parles d'alcool. Au début, il n'y avait pas l'alcool, mais éventuellement, l'alcool, comme tu parlais tantôt, s'est joint au party. Oui, absolument. Et à un moment donné, tu es arrivé à un moment de ta vie où tu as dit, là, en fait, j'ai plus le choix. Tu as ce que tu appelles toi-même toucher le bas fond, le fond du baril. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, là, pour mettre les gens... C'est des grosses questions. Ben non, mais c'est des très bonnes questions. Pour mettre les gens en contexte, comme je disais tantôt, à Météo Média, j'étais anorexique avec des tendances boulimiques à ce moment-là. Donc, j'étais très, très maigre. Je mangeais pas. Quand je mangeais Fallait que ça sorte. Oui, exactement. Puis, c'est à ce moment-là que l'alcool a vraiment pris une plus grosse place dans ma vie, parce que les jours où je mangeais pas, je voulais quand même, pour couper mon appétit, pour me sentir pleine, pour diminuer l'anxiété, pour arriver à dormir, parce que des fois, je faisais les shows du matin, puis c'était très, très tôt. Mais là, j'ai commencé à boire de l'alcool, de la vodka avec de l'eau pétillante. Puis, au début, ça me prenait un petit verre, un demi-verre, même un petit verre ou deux, pour me sentir feeling, puis pour arriver à dormir. Puis, au fur et à mesure, la quantité d'alcool devenait toujours de plus en plus grande. Le corps s'adapte. Exactement. Fait que là, je pouvais passer des semaines sans rien manger, sans rien consommer à part 13 cafés ou boissons énergisantes sans sucre. Puis le soir, comme j'étais tellement craquée sur la caféine, le soir, je me saoulais
je dormais. Fait que, tu sais, je recommençais cette espèce de cycle-là. C'est épouvantable, là, vivre comme ça. Là. Fait que je passais mes semaines à faire ça. Puis la fin de semaine arrivait, puis là, ben c'était le free-for-all dans la nourriture, puis dans l'alcool. Puis ça, ce pattern-là a duré plusieurs années. J'ai commencé après ça à travailler à RDS. J'étais chroniqueuse aux médias sociaux pour l'émission Le 5 à 7, pour Sport 30, tout ça. Fait que j'étais très, très mince encore une fois. Même que mes collègues à RDS se demandaient pourquoi j'allais jamais dîner avec eux. J'avais vraiment de très, très bons collègues qui s'en faisaient pour moi, des hommes plus vieux qui étaient même un peu paternels. Fait que ils me trouvaient très mince, puis ils trouvaient que j'avais un comportement un peu particulier parce que qui boit 13 cafés par jour? J'arrivais avec des espèces de gros thermos. Fait que, tu sais, RDS aussi, c'était une espèce de moment marqué par la privation extrême, par l'alcool le soir, puis par les espèces de débauches de bouffe la fin de semaine. C'est ça. Fait qu'après ça, tu sais, RDS, c'était ça. Après ça, Salut Bonjour Week-end, même affaire. Fait que j'étais encore une fois très, très mince. Il y avait de l'anorexie la semaine, les débauches la fin de semaine. Sauf que là, en fait, à Salut Bonjour Week-end, j'ai commencé à Salut Bonjour Week-end. Là, c'était l'inverse qui s'est produit parce que je travaillais les week-ends. Les 2 jours de fin de semaine. Puis j'étais seule à la maison, puis je faisais rien la semaine. Fait que là, plutôt que d'avoir 5 jours de privation puis 2 jours de débauche, là, il y avait 5 jours de débauche et 2 jours de privation. Et là, j'ai commencé à prendre du poids. Puis comme je prenais du poids, ben je suis devenue super mal dans ma peau encore plus, super anxieuse, super déprimée. Puis là, plus j'essayais de reprendre le contrôle, puis de pas manger, puis de boire juste un peu, plus je tombais encore plus dans les excès. Fait que ça a vraiment été difficile. Puis après ça, ben Puis tu sais, je profitais du fait que je travaillais à Québec, à Salut Bonjour Week-end, pour ne pas manger, tu sais. Fait que je veux dire, même s'il y avait beaucoup d'excès la semaine, il reste que quand t'es 2 jours à l'hôtel, tu sais, je me commandais pas de bouffe, je me faisais pas livrer de la nourriture. Fait que j'avais quand même 2 jours où je mangeais rien à part du café noir. Tu sais, fait qu'au moins, ça équilibrait un petit peu les excès de la semaine, mais je prenais quand même tranquillement pas vite du poids. J'étais très enflée aussi. Tu sais, j'allais pas bien. Non. Après ça, Salut Bonjour est arrivé. Salut Bonjour en semaine s'est présenté. Puis là, je me suis dit au début, bon, ben, tu sais, ça me tente pas de faire la météo, ça me tente pas de la faire à temps plein parce que je trouvais que j'avais fait le tour puis je voulais être Véronique Cloutier. Oui, c'est ça. Tu voulais pas nécessairement t'en aller dans le créneau météo tout le temps. Mais là, je me suis dit, OK, là, c'est Québécois, c'est Salut Bonjour en semaine. Je repensais à Anouk Meunier qui avait eu un beau cheminement puis tout ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais le faire. Puis voyons le côté positif des choses, étant donné que là, c'est une job à temps plein puis il faut que je me lève ultra tôt. Ça va me demander discipline et rigueur. Ce qui va me permettre enfin d'arrêter de l'échapper 5 jours par semaine, puis de ma famille 2 jours après ça. T'sais. Fait que je trouvais que c'était l'opportunité de vraiment me guérir puis de mettre de l'ordre dans ma vie puis dans mes comportements finalement. Puis j'ai réussi un petit peu au début parce que je voulais tellement être bonne, puis je voulais performer, puis je voulais me démarquer. Fait que pendant les premières semaines, c'était correct. Puis j'arrivais à pas manger trop la semaine, à boire du café, mais pas trop parce qu'il fallait que je dorme le soir. Puis je buvais pas le soir parce que là, je pouvais pas être une folle hangover. Le lendemain matin. Bonjour, tout ça. C'est sûr. Pendant quelques semaines, j'ai réussi à reprendre un certain contrôle. J'ai reperdu beaucoup de poids. Fait que, j'ai commencé au début à Salut Bonjour en semaine, puis j'étais très, très maigre. Fait que les gens m'ont connue comme ça, je veux pas. Mais après ça, après quelques mois, je suis devenue malheureuse dans mon quotidien parce que j'avais jamais hâte de me lever le matin pour aller faire la météo. J'avais hâte de me lever pour faire Salut Bonjour, pour aller voir mes collègues, mais j'avais envie d'être sur le plateau avec tout le monde puis de parler de plein d'autres choses, parler de tout ce dont eux jasaient sur le plateau dans les moments d'équipe. Mais moi, je ne pouvais pas faire ça. J'étais la fille qui était dehors sur le terrain, puis moi, je pouvais juste parler de météo. T'sais. Fait que je me sentais un petit peu... je n'étais pas stimulée du tout. Puis le fait mettons, le dimanche, pour moi, c'était la pire journée de la semaine parce que c'était la veille d'une autre semaine épouvantable. Qui commençait un travail qui me stimulait plus. Fait que le fait de me sentir si triste puis découragée dans mon travail, ben ça, c'était comme la recette. En fait, c'était ce que ça m'a pris pour retomber dans mes problèmes, encore plus fort cette fois-ci. Fait que là, bon, je commençais à boire la semaine tranquillement, pas vite. Puis là, au début, je me limitais à quelques verres, mais là, après ça, quelques verres, c'était plus assez. Fait que là, j'en prenais plus. Mais là, comme j'étais pactée raide, ben là, finalement, je voulais me commander une pizza. C'est ça, oui. Mais ça, ça se déroulait le lundi, le mardi, le mercredi. Fait que moi, après ça, je me présentais le lendemain en ondes. Puis je pense pas qu'il y a bien des gens qui l'ont remarqué, mais reste que, j'avais le visage enflé, j'étais poquée,
j'avais des espèces de... Les glandes au niveau des joues étaient vraiment enflées aussi. Ça, tu disais. Puis, Oui. tu sais, je faisais beaucoup de rétention d'eau. J'étais hangover. Tu sais, j'étais vraiment... Ça allait pas bien. J'étais pas en santé. Puis pour créer une espèce de distraction, mais tu sais, je portais des espèces de gros chapeaux, des capes, des boucles d'oreilles en pompon. Ah ouais, le rouge à lèvres, tu sais, parce que... Toujours très coloré à l'écran. Très coloré. Oui, alors que dans la vie, moi, je suis, tu sais, jeans, t-shirt, je veux dire, je suis très simple dans ma façon de me présenter dans mes vêtements, dans la vie de tous les jours. J'ai un petit côté, tu sais, tomboy. Bien, là, à la météo, c'était le contraire. Les robes, les froufrous, les foulards, les pompons, les bijoux, parce que c'était une façon pour moi de faire le show et de distraire du mal-être ou de, justement, mon visage enflé, puis les yeux poqués, puis le hangover, puis toute la patente. Alors, pendant plusieurs années, c'est exactement ce cycle-là autodestructeur qui s'est poursuivi. Fait que beaucoup d'alcool, beaucoup de dérapes boulimiques la semaine. Toujours avec la promesse de commencer ma nouvelle vie saine lundi prochain. Lundi, bien sûr. On commence toujours le prochain régime le lundi. Bien sûr, c'est normal. Jean-Marc Parent le disait il y a plusieurs années dans un numéro, justement, le régime. On a ça, on se crée une barrière mentale. Ah, lundi, je me reprends en main. Puis d'ici là, j'ai le droit de déraper comme il faut. Oui. Fait que le samedi et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Mais on y va all out. Oui. Fait que dernière journée de bonheur. Oui, dernière journée de bonheur. Puis après ça, la discipline va prendre le dessus. Oui. Puis je vais être capable. Oui, exactement. Puis ma vie, c'était exactement ça. Fait que moi, mais t'es arrivé un moment donné, excuse-moi, je le non, vas-y. Un moment donné, t'es arrivé à te dire, là, j'ai le choix, là, je vis ou je meurs, là. Il faut que ça se termine maintenant, là. Oui, c'est ça. Fait que cette espèce de cycle infernal-là s'est poursuivi jusqu'en 2018, début 2018. Okay. Où là, j'avais pas envie de vivre, j'étais déprimée comme jamais, je prenais du poids à vue d'œil, je veux dire, ça allait tellement pas bien. J'ai pris un arrêt de travail de Salut Bonjour. Donc, pendant 2 mois, du jour au lendemain, on me voyait plus nulle part. Puis ce 2 mois-là m'a permis comme de m'accrocher à la vie, ça m'a vraiment fait du bien. Mais quand je suis revenue au travail après ce 2 mois-là, moi, je développais aussi en parallèle à la météo des projets avec Québécois avec TVA. Puis quand je suis revenue de mon arrêt de travail, on m'a comme dit que mon arrêt de travail avait fragilisé mon brand, le brand de la fille de bonne humeur. Oui, c'est ça, le rayon de soleil. Exactement. Fait que comment est-ce qu'on peut me faire confiance avec d'autres projets maintenant? T'sais, puisque j'ai déjà pris un arrêt de travail, qu'est-ce qui va m'empêcher de prendre un autre arrêt de travail plus tard? Puis, est-ce qu'on peut vraiment me donner plus de projets? Même si je suis faible, parce que clairement, si tu prends un arrêt de travail, t'es fragile, t'es faible. Fait qu'on m'a comme dit ça. Puis tu sais, je veux pas... J'ai eu des patrons extraordinaires au sein de Québécois. Non, c'est la réalité de la business. Je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est ça pareil. Exactement. C'est dommage parce que c'est hypocrite, malgré le fait, pas les gens, mais le système est hypocrite parce qu'en même temps, on a des pubs de... c'est quoi, belle cause pour la cause. On parle beaucoup de santé mentale. Donc, t'as pas envie de te sentir que parce que tu vas prendre soin de toi, parce que tu sens que tu en as besoin, que tu vas être lésé professionnellement. Mais on comprend que c'est pas personnel. Mais il y a une hypocrisie. On se fait dire, c'est correct de le dire si tu files pas, tu as le droit de mettre ton genou à terre, tu as le droit de reprendre. C'est important que tu t'écoutes dans tout ça, mais quand tu t'écoutes, tu te dis, je vais retirer un petit 2 mois. Bien, après ça, on te rabaisse un petit peu parce que tu le fais, ou du moins, on te fait plus confiance avec d'autres projets qui te stimulent pour de vrai parce que là, on veut pas trop te fragiliser davantage, te pousser à un burn-out. Fait que c'est assez particulier. C'est ça. Puis ce refus-là a dû avoir un énorme impact sur toi, sur comment tu t'es sentie. Oui, parce que les projets que je développais en parallèle à la météo, c'est ce qui permettait d'avoir la force de rester à la météo, qui est un travail qui personnellement, moi, me stimulait plus, tu sais. Non, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, quand on m'a dit que mon brand avait été fragilisé, bien, j'ai décidé de quitter officiellement Salut Bonjour, donc en octobre 2018. T'as pris tout le monde par surprise. C'était le public, là, où elle s'en va, notre Joanie? Oui, bien, tu vois, les gens, c'est la question qu'on me posait tout le temps. C'est sûr, les gens pensaient que j'allais avoir une annonce comme Anouk Meunier en avait eu une quand elle avait annoncé qu'elle quittait la météo pour faire accès illimité. Oui, c'est ça. T'en allais où? Quitte de même en octobre. C'est début de la saison. La saison, ça commence en septembre. Un mois plus tard, je quitte. Pourquoi? Fait que les gens s'attendaient à ce que j'ai une grande annonce à faire. Puis c'était pas du tout le cas. J'étais juste plus bien. Puis je savais qu'après un arrêt de travail, revenir dans ce même pattern-là de faire la météo tout le matin, tout ça, c'était pas compatible avec ma guérison. Je me sentais fragile un petit peu face à la rechute. Fait que j'ai quitté, mais en pensant que
en pensant qu'après mon départ, que là, la vraie vie allait commencer, puis que là, j'allais avoir des projets enfin super stimulants, que j'allais pouvoir faire toutes sortes de choses, que les producteurs allaient m'appeler, puis que là, le bonheur que j'allais ressentir avec ces nouvelles opportunités allait me permettre enfin de me guérir de mes troubles alimentaires puis de mon alcoolisme. Mais la vie est bien faite, puis c'est pas ça qui s'est passé. Le téléphone n'a pas sonné. Puis j'avais aussi un agent à ce moment-là qui n'a pas nécessairement fighté pour m'aider à me trouver des opportunités. Puis, tu sais, je lui en veux pas parce que finalement, c'est la meilleure affaire. C'est la meilleure chose qui aurait pu se passer, exactement. c'est ça. C'est comme si l'univers m'envoyait un message « Non, il n'y aura rien, ma petite. » Tu sais, je veux dire, reste chez toi, puis concentre-toi sur toi, sur ta santé, sur ton bien-être. Puis au début, ça a été très, très tough parce que là, je me disais, mais Caroline, où va ma vie? Puis j'avais beaucoup de misère à l'accepter, puis j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport au futur. Puis dans cette espèce de tourbillon d'inquiétudes-là, ben mes problèmes se sont juste aggravés. Fait que beaucoup d'épisodes de boulimie, de l'alcool à toute heure du jour. Tu sais, à 8 heures le matin, moi, j'avais déjà bu On n'en faisait plus de différence. La vodka, oui, c'est ça. Puis j'avais pris beaucoup de poids aussi, même si j'étais boulimique, les gens pensent que les boulimiques sont raides maigres, mais non, au contraire, quand tu manges des calories par-dessus calories par-dessus calories, même si tu en expulses une certaine partie, non, il reste que tu en as quand même absorbé, puis aussi l'enfure, le système lymphatique, je veux dire, tes organes sont pas contents, puis ils t'envoient des messages bien clairs. Tu deviens juste, t'es gonflé, t'es ballonné, ça va pas du tout. Puis là, plus mon corps se transformait, plus la dépression embarquait, puis moins après ça, moi-même, je me sentais à l'aise d'aller auditionner pour des projets parce que j'étais plus la fille que les gens avaient vue à la Puis télé. rappelons que ce travail-là, devant les Kodak, veut pas, on s'entend que tu es confronté. Si tu vas pas bien et que tu vois que ça paraît sur ton... As-tu nécessairement envie d'aller t'exposer? C'est pas comme quelqu'un qui va se trouver un emploi de façon anonyme, par exemple. Je veux dire, la fluctuation corporelle, c'est tout à fait normal. Dans la vie, on en prend, puis on en perd du poids. Puis les personnalités masculines qu'on voit à la télé le vivent. Il y a des personnalités féminines, évidemment, aussi qui le vivent. Mais encore, sur les médias sociaux, les commentaires portent là-dessus. Tu sais, hey, elle a donc bien pris du poids, elle a donc bien engraissé. Ah oui, ça, c'est toujours. Fait que moi, j'avais peur de ça aussi. Puis je me souviens, j'avais fait une dernière petite chronique à Salut Bonjour Week-end en plein cœur de mon bas fond. Puis écoute, j'étais... Tu sais, je me voyais, j'étais comme, mais voyons donc les gens. Tu sais, j'avais tellement peur de la réaction du public, fait que j'ai décidé aussi d'arrêter de faire des chroniques, de me retirer, de tout mettre sur pause complètement à 100%. Puis en même temps, le téléphone ne sonnait pas plus, fait que c'était comme parfait partout. Puis mon chum, il était là encore pour me supporter puis pour me dire, regarde, focus sur toi, concentre-toi, I got this, je m'occupe du reste. Puis je te l'ai dit qu'on est en amour avec Yannick. Le Québec aime Yannick. T'es fine, mais c'est ça. Puis mais ça a fonctionné, par exemple, si on met l'accent là-dessus. Mais c'est venu après le bas fond. Le fait d'être confronté au vide de chacune de mes journées, de ne pas savoir quelle allait être la suite, si mon téléphone allait ressonner un jour, tout ça, ça a été très confrontant pour moi, puis très décourageant et déprimant. Fait que dans cette déprime-là, ben moi, je voulais juste en finir, puis m'auto-saboter, puis me faire violence encore plus, au point où là, j'étais vraiment suicidaire. J'allais pas, là, ça allait pas du tout. Non, c'est ça. Puis ça a dû te faire peur d'avoir des pensées suicidaires. Ça doit te faire peur quand tu es rendu à dire « Hey, je pense comme ça ». Là, tu as un drapeau rouge quelque part, c'est sûr. Absolument, mais en même temps, quand tu atteins cette étape-là, c'est que, tu sais, en finir, c'est plus soulageant. Oui, je comprends. C'est plus paisible que de continuer à faire face à ton quotidien. Fait que quand tu es rendu là, c'est que la mort, c'est plus épeurant. Là. C'est plus épeurant, puis c'est ça qui est épeurant. C'est ça qui est tellement. Épeurant. Puis c'est ça, à ce moment-là, je pensais que c'était la fin, puis je pensais que ça allait arriver même naturellement, juste parce que, je veux dire, je vomissais du sang en grande quantité. Mon pouls, je le sentais. Tu sais, je veux dire, j'étais blanc, ça allait plus, là. Fait que je me dis, si mon cœur, parce que c'est ça qui arrive beaucoup, les boulimiques qui ont des crises cardiaques, parce que tes électrolytes sont tellement débalancés, tu n'as plus comme l'espèce d'électricité qui fait battre ton cœur. Ben, tu n'en as juste plus, tu es complètement débalancé hormonalement et à tous les niveaux. Ça arrive chez les anorexiques très, très maigres, mais aussi chez les boulimiques qui sont en surpoids. Parce que les électrolytes, tout est débalancé. Ouais. C'est dangereux. Les troubles alimentaires sont, dans le spectre des maladies mentales, sont celles qui font le plus de décès chaque année. C'est épouvantable, on n'en parle jamais. T'sais. Non, c'est ça. Puis, fait que je pensais que ça allait arriver, que mon chum allait arriver un jour à la maison puis que j'allais être morte. Puis il y a un moment donné où je chantais que mon cœur arrête de battre, c'est sûr. Là j'étais... Mais puis à ce moment-là, dans cette espèce de moment que je croyais être final, j'ai fini après quelques heures par me lever, par me regarder dans le miroir. Puis là, écoute, j'ai commencé à pleurer. Puis dans le miroir, j'ai pas vu la Joanie que j'étais à ce moment-là, mais j'ai vu la petite Joanie, la jeune fille, la petite Roger Bontemps, la fille qui aime faire des pièces de théâtre, puis faire du sport. Puis c'est elle que j'ai vue. Puis écoute, je pleurais, puis je me suis dit,
hey, je l'ai laissé tomber. Je l'ai abandonnée, cette petite fille-là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé, pour vrai, d'entamer la guérison puis de faire face à toutes les peurs, toutes les peurs qui venaient avec la guérison. Avec la guérison, manger, puis accepter de prendre du poids ou de conserver ce poids plus lourd que j'avais pris avec la boulimie, puis de faire les choses de la bonne façon pour la première fois dans ma vie, suivre une espèce de plan et ne jamais déroger de ce plan-là, malgré le désir d'abandonner, malgré le désir de boire quand tu es stressé, quand ça va pas, etc. Puis je remercie ma gang, mes anges qui m'entourent parce que ça a été, cette fois-là a été la bonne après plus de 10 ans d'essais-erreurs, de boulimie, d'hyperphagie, d'anorexie, d'alcoolisme, de dépression. Cette fois-là a été la bonne. Mais excuse-moi, j'ai de la misère à te regarder. J'ai les yeux un petit peu dans l'eau quand tu dis la petite Joanie. Je trouve ça extrêmement touchant, l'image de dire, c'est pas de moi aujourd'hui dont je vais prendre soin. Je vais aller rechercher la petite fille. Oui. Pourquoi je l'ai laissée tomber, la petite fille, tu sais? Puis ça revient souvent, ça, j'ai trouvé dans certaines thérapies, surtout au niveau du trouble d'anxiété généralisée. Parle-toi avec bienveillance, comme si tu t'adressais à ta meilleure amie, mais ça fonctionne aussi avec la petite que tu étais. C'est vraiment très touchant. Écoute, on va commencer à manquer de temps, puis je suis déçue parce que j'avais plein d'autres questions, mais si je peux me permettre, le livre, tu as choisi de l'écrire. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'écrire un livre sur ce que tu as vécu? Parce qu'on s'entend-tu que tu peux pas te mettre plus à nu que ça? Oui. Personne n'aime révéler ses failles, ses faiblesses. Et toi, au contraire, tu les racontes un peu comme dans un journal intime, comme je disais. Pourquoi? Parce que moi, lire des témoignages d'autres qui ont aussi souffert de troubles de santé mentale, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup aidé, moi, à trouver la force en moi de guérir. Fait que je me suis dit, en écrivant ça, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, qui sait va vouloir lire ça? Ben oui, c'est ma ça. petite histoire, c'est lourd, c'est trash, c'est cru. Mais je me suis dit, je vais le faire parce que s'il y a une personne qui achète mon livre puis qui se reconnaît, puis s'il y a une personne qui réussit à faire les démarches pour enfin prendre sa vie en main puis se guérir grâce à mon livre, bien, ça aura valu tout ça. Là. Je veux dire, la job a été faite, puis je vais être reconnaissante d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, puis d'avoir écrit ce livre-là, justement pour aider une seule autre personne. Une seule autre personne. Puis je suis contente, puis écoute, le livre, c'est un best-seller, puis la réaction est bonne, puis je suis la première qui est surprise de ça, j'en reviens pas. Mais oui, ça n'a pas été facile d'écrire ce livre-là. Au début, je voulais pas, fallait qu'une maison d'édition me convainque, puis je l'ai fait, puis je suis fière, puis je pense que c'est ça, je pense qu'il y a plein de femmes et d'hommes qui enfin se sentent vus, si on veut, grâce à mon livre. Parce que moi, c'était ça aussi mon problème. Je pensais que j'étais la seule à souffrir de tous ces problèmes-là. Je savais qu'il y avait d'autres mondes qui avaient des troubles alimentaires, mais je pensais que mon histoire, c'était la plus laide, la plus horrible, la plus terrifiante, je me sentais vraiment seule au monde pendant tellement longtemps. Fait que là, d'offrir quelque chose aux gens pour qu'eux, à leur tour, se sentent vus et entendus, ben, c'est ce que je reçois comme message sur les médias sociaux. Les gens me disent, ben, je pensais que j'étais seule, puis enfin, grâce à toi, je vois que je ne le suis pas. C'est le plus beau cadeau pour moi. Oui, déjà, quelqu'un ose écrire à une étrangère, mais par le biais de ton livre, ils ont pris connaissance de ton histoire. Il y a une connexion qui se fait. Alors, si tu peux inspirer confiance, même aussi, des fois, confidence. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je vous encourage évidemment à lire l'histoire de Joanie. Et en terminant, je veux qu'on laisse, on peut pas laisser les gens de même. Ben non. On s'entend? Alors, il faut les laisser avec quelque chose de beau. Et j'avais envie de te demander, moi, je suis dans ma vie de tous les jours et je suis témoin. Quelqu'un de proche de moi, je reconnais certains symptômes, certains signes. Je vois que la personne ment, je vois que la personne ne s'alimente pas, perd du poids, etc. OK? Je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne diagnostique personne, mais je suis inquiète. Comment on peut intervenir auprès des gens? Parce que, tu sais, je me dis, quand on est en crise ou quand on est en moment où ça ne va pas du tout, souvent, on n'est pas prêt. Il faut être prêt, j'imagine, de l'intérieur à accepter la main qui nous est tendue. Qu'est-ce que tu proposerais aux gens qui sont témoins d'un proche comme ça, qui semble, en tout cas, souffrir de troubles? C'est très difficile, mais d'aimer, de montrer à cette personne-là que vous êtes là et que vous l'aimez. Peu importe ce qu'elle décide de faire, peu importe les décisions qu'elle prend, peu importe l'auto-violence qui prend forme, tout ça de son côté, vous êtes là. Parce que moi, mon chum, mes parents, mes amis ont essayé pendant plusieurs années de m'empêcher de me faire du mal puis de m'aider. Oui, c'est sûr que si votre enfant est mineur, vous pouvez l'apprendre puis l'envoyer à Sainte-Justine. Mais c'est sûr que mon père, il avait trouvé des rendez-vous chez des nutritionnistes, chez des psychologues. Fait que mes parents étaient là avec des ressources professionnelles pour m'aider, mais il reste que moi, je voulais rien savoir. C'est ça. Moi, j'étais convaincue que j'allais pouvoir me guérir seule. J'ai fini par me guérir seule, puis j'en suis
fière. Tu dois être très fière aujourd'hui, oui. Il reste qu'il y a beaucoup d'aide, beaucoup de ressources, puis c'est important d'aller les consulter, ces ressources-là, mais il reste qu'essentiellement, la personne malade doit prendre la décision. Il n'y a personne qui va pouvoir manger à sa place, il n'y a personne qui va pouvoir ne pas se tourner vers la bouteille à sa place, il n'y a personne qui va pouvoir l'empêcher de se faire vomir. Il y a toujours plein de façons de faire tout là, quand on veut puis qu'on est décidé. Alors, la décision, le désir de vouloir guérir doit venir de la personne malade. Mais oui, bien Donc, sûr. vous pouvez juste être là, puis lui montrer qu'elle est aimée, qu'elle a une valeur, puis que c'est ça, essentiellement, vous pouvez continuer à lui tendre la main, mais je veux dire, la décision doit vraiment venir de la personne qui souffre. Qui souffre, ouais. Définitivement. Comme dans n'importe Absolument. quel trouble, dépendance, etc. Ouais. C'est sûr que ça part de nous. Pour les parents qui ont des jeunes enfants, des jeunes filles aussi, Oui. parce que je sais qu'en ce moment, il y a vraiment une épidémie de troubles alimentaires. C'est pas évident avec les médias sociaux, TikTok, etc. Si vous voyez que votre fille, plusieurs soirs par semaine, vous dit que « Oh non, j'ai mangé chez mon ami » ou « Non, j'ai soupé à l'école. Oui, » oui. Si vous voyez qu'elle fuit les moments de repas en famille, ce serait bien de se poser des questions, d'aller lui parler. Puis on panique pas. Non, on panique pas, mais le dialogue, regardez si, OK, il me semble qu'elle est un petit peu plus mince ou elle veut pas manger du dessert. Oui, exact. Posez-vous des questions. Restez à l'affût, puis soyez juste présent avec amour, avec un cœur ouvert pour votre enfant. J'adore. Joanie, c'est fini! Ben, ça va vite, ça va vite. Ça trop vite. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci d'avoir écrit le livre. Je suis certaine que ça va être super, super pertinent pour bien des gens avec les réseaux sociaux, comme on disait. On le voit. Donc, merci. Juste merci. Ça a été extraordinaire. Merci à toi, c'est un bonheur. T'es super bonne. Écoute, on essaye. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Et restez à l'affût. Aimons-nous. Soyons là pour les autres, surtout en des périodes comme ce qu'on vit présentement avec la pandémie. J'ai très hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt.